Ouais, ouais. Alors en ce moment, la vie politique dans ce pays, c'est devenu un feuilleton à suspense. C'est devenu un feuilleton à suspense. Ok. Alors, il n'est pas normal que la vie politique de ce pays soit devenue un feuilleton à suspense. Voilà, c'est pas normal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est les circonstances font que la vie politique dans ce pays, c'est devenu un feuilleton à suspense. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors je ne sais pas si c'est palpitant. Bon, c'est assez lamentable ce qui se passe. Alors, les médias en profitent bien, d'accord. Ils en profitent bien pour rendre le truc, pour en faire un feuilleton en suspense. Bon, alors on ne sait pas trop, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il pourrait se passer des trucs, des gros trucs, hein, des gros trucs, parce que je veux dire, on est la France, hein. On est le pays des révolutions, hein. D'accord, on est le pays des changements de régime brutaux, hein. On est ce pays-là, hein. On est le pays qui a eu le plus de constitutions de toute l'histoire. Ok. Parce que voilà, comment ça se fait qu'on est le pays des révolutions comme ça? Parce que pour plein de raisons. Et puis il y en a une qui est la langue française. La langue française qui est une langue hautement sentimentale. Hautement sentimentale. C'est-à-dire que les Français, quand ils pensent quelque chose, ils savent le dire. Ils savent le dire de manière extrêmement forte. Vous voyez, extrêmement précise par rapport à ce qu'ils pensent. Oui, les autres langues, elles permettent pas ça. Elles permettent pas ça. Il y a que la langue française où on peut exprimer des sentiments aussi extrêmes dans toutes les extrémités, hein. D'ailleurs, en France, la liberté d'expression, elle est très cadrée, hein, pour ça, parce que la langue française, c'est une arme absolument mais redoutable, hein. Vous pouvez tuer quelqu'un avec la langue française. Ça se faisait à une autre époque, bon, ça se faisait, hein, d'accord. On pouvait tuer quelqu'un en l'humiliant, en disant des saloperies sur lui dans un journal, provoquer son suicide, voilà, provoquer des changements de régime en un discours, vous voyez. Il y a de grands orateurs, par exemple Robespierre, qui était un orateur redoutable, qui a fait tuer des milliers de gens, hein. Ok. Donc voilà, la langue française, c'est une arme redoutable. C'est pour ça que voilà, nous sommes un pays qui est politiquement énervé. Et c'est pour ça aussi qu'on est un pays politiquement très structuré. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement surveillés. Voilà, c'est-à-dire que à une époque pas si lointaine, il y avait un truc qui s'appelait les renseignements généraux. Alors aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus. Bon voilà, on est surveillé par plein de trucs. La France est politiquement très structurée, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement de révolte, comme les Gilets jaunes par exemple, c'est immédiatement étouffé par des mouvements d'extrême gauche par exemple, voilà, qui sont là pour étouffer les mouvements de contestation, voilà, les récupérer et en faire et leur donner une expression politique dans les urnes. Vous voyez, bon, bah, pour les étouffer, hein. D'accord. Donc la France est un pays extrêmement structuré politiquement, parce que il y a toujours un risque que ça pète, hein, parce que la langue française fait de nous des gens très énervés, hautement sentimentaux, très énervés. Ok. Bon, c'est l'une des raisons. Bon, il y a d'autres raisons, mais c'est l'une des raisons. Bon. Bon. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, bah, moi je trouve ça. Alors j'aime bien l'histoire politique de ce pays. Donc quand on connaît un peu l'histoire politique de ce pays, bon voilà, il pourrait se passer plein de trucs en France, hein. La France, c'est pas un pays, c'est pas un long fleuve français qui est tranquille, hein. C'est l'un des pays les plus turbulents politiquement, hein. C'est un pays qui a inventé de nouvelles civilisations, hein, par la politique, hein, par le brouhaha politique, hein. On a fait ça, hein, dans l'histoire, hein. Et on pourrait recommencer, hein. On pourrait le refaire, hein. Ouais, il y a pas de souci, hein. Faut pas qu'on soit complexé, hein. On reste la France, on reste. Alors certes, bon, à l'échelle du monde, on n'est pas puissant économiquement, je sais pas, militairement, au niveau de l'influence, tout, mais nous gardons cette langue redoutable qui nous permet vraiment d'être capable d'inventer de nouveaux mondes, de changer le monde même, vous voyez, par les sentiments, par la beauté des sentiments. Ouais, nous restons un pays qui est très observé par le reste du monde, hein. Vous voyez, par exemple, les Françaises restent des femmes très admirées par les femmes dans le monde, hein. Les femmes dans le monde admirent beaucoup les Françaises, admirent beaucoup les Françaises. Elles sont observées, les Françaises, vous voyez. Donc voilà, donc on est encore un pays un peu spécial, hein. On a encore ça. Bon. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, alors il paraît, bon, il y a un scénario qui est très discuté en ce moment, c'est le scénario de la démission du président de la République. Alors si ça. Alors je ne sais pas si ça va arriver. Je pense pas. Je pense pas. Mais ça pourrait arriver, hein, parce qu'il a tellement bloqué le pays politiquement. Ça fait 1 an que tout est complètement bloqué. Ouais, il a foutu en l'air la cinquième, hein. Il a foutu en l'air la cinquième République. Je ne sais pas comment la cinquième République va se remettre à fonctionner comme elle devrait fonctionner après ça, hein. Je sais pas comment on va faire, hein. Voilà, je pense que la cinquième c'est mort. Il va falloir qu'on passe à autre chose, hein. Et normalement, ça ne se fait pas. On ne change pas de constitution. Normalement, on ne fait pas ça, hein. Les autres pays font pas ça. Or nous, on a changé de constitution plein de fois parce que la France c'est une femme et les femmes ça change la vie, c'est sentimental, c'est sensible au monde, c'est sage.
ça a une sagesse, ça s'adapte au monde. Vous voyez? Donc, nous avons beaucoup changé de constitution par rapport aux autres pays, et on pourrait recommencer. Hein. Alors on verra. Il y en a qui proposent ça. Par exemple, LFI propose un changement de constitution. Alors ils disent pas comment. Voilà, parce que c'est en partie de guignol. Mais bon, voilà, ça pourrait arriver. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si Emmanuel Macron démissionne? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça serait un séisme. Faut se rendre compte de ce que c'est, parce que faut se rendre compte de ce que c'est que la 5e République. Il y a beaucoup de gens, voilà, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Alors, faut avoir fait un petit peu de droit constitutionnel pour savoir ce que c'est que la 5e République. Alors, j'en ai fait un petit peu parce que j'ai fait de la tôle. Donc, voilà, quand tu fais de la tôle, bah, t'es obligé d'apprendre les règles. D'accord? T'es obligé de faire un peu de droit. Voilà, quand tu joues au Monopoly, il faut mieux apprendre les règles. Sinon, tu perds. Ok? Bon, bah, j'ai perdu quand même. Mais voilà, je connais un petit peu les règles. Un petit peu. Bon. Alors la 5e République, c'est un régime très spécial, c'est un régime présidentiel, mais très présidentiel, extrêmement présidentiel. C'est-à-dire que c'est un régime personnifiant. C'est-à-dire que l'élection la plus importante de la 5e République, c'est l'élection présidentielle. Et on ne vote pas pour un programme lors de l'élection présidentielle, on vote pour une personne. C'est très personnifiant la 5e République. Alors on dit que c'est une monarchie constitutionnelle, parce que le président de la République, c'est un mec hyper puissant, par rapport aux autres pays, c'est l'un des mecs les plus puissants du monde. Il peut tout faire, il peut faire ce qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il y a même plus la haute trahison d'ailleurs. Il y a même plus ça, quoi. On peut plus rien faire contre lui. Bon, ok, d'accord. De toute façon, moi, je pense pas que c'est un mec méchant, Macron. Il est juste nul en fait. Bon. Donc voilà. Donc la 5e République, c'est un régime très personnifiant. Tout est centré sur le président de la République. Tout est centré. S'il démissionne, ça fera un gros truc, parce que c'est quoi en fait l'élection présidentielle? L'élection présidentielle, c'est le peuple français dans son ensemble, qui dans son immense pouvoir, dans son immense légitimité, décide directement, par un suffrage universel direct, décide qui pour les 5 prochaines années vote une loi en fait, une loi qui dit que pour les 5 prochaines années, le président de la République, c'est la personne qui recevra le plus de suffrages. C'est ça l'élection présidentielle. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une loi. C'est une loi qui est votée directement par le peuple français et qui dit que pour les 5 prochaines années, le président de la République, c'est lui. Vous voyez? Bon, qu'est-ce qui se passe si le président de la République démissionne? Eh bien, ça voudra dire que cette loi qui a été votée par le peuple français dans sa grande puissance, dans sa grande sagesse, dans sa grande clarté, vous voyez? Eh bien, ça voudra dire que le peuple français s'est trompé. S'est trompé. Et ça ouvre une sacrée boîte de Pandore. Ça, si ça arrive, ça ouvrira une sacrée boîte de Pandore, parce que n'importe qui va pouvoir s'engouffrer dans la brèche. Ah oui, et puis voilà, et puis nous sommes des gens énervés. Hein. Vous savez, la politique en France, il y a deux aspects de la politique. Hein. Il y a l'aspect lumineux, voilà. Il y a les gens qui parlent devant une caméra. Il y a plein de gens, voilà. Les gens qui sont très mignons à parler devant une caméra. Et puis il y a plein d'idéalistes cinglés, d'accord, que vous ne verrez jamais à la télé. Mais il y en a plein des mecs comme ça. Hein. D'accord? Je suis un mec comme ça, ok? Donc voilà. Donc la politique en France, c'est immensément large. Hein. Vous savez, le spectre des idées politiques dans ce pays, bon, alors il est bien plus large que ce que vous voyez à la télé. Il est bien plus large que ça. Vous voyez? Il y a beaucoup d'idéalistes dans ce pays, de toutes les sortes, dans tous les extrêmes, hein, et pas forcément dans les extrêmes d'ailleurs. Voilà. Il y a plein de mecs qui ont des idées cheloues, hein. Cheloues, hein. Ah, j'en suis. Alors, je vais vous expliquer un truc. Alors, imaginons voilà, que le président de la République démissionne. Okay. Bon, ça veut dire que le peuple français s'est trompé. Ben un peuple qui se trompe, un peuple qui est aussi éclairé et surtout aussi informé, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est tellement informé. Voilà, le peuple français vote dans son âme et conscience, hein, complètement. Bon. Un peuple qui se trompe, ce n'est plus un peuple. Ça n'est plus un peuple. Vous voyez? Et il y a déjà une petite musique. Hein. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, il le dit. Hein. Le peuple, l'ancien peuple, c'est fini. Et il y a un nouveau peuple qui est en train d'arriver. Ok, pas de souci. Moi, je suis pas contre cette idée hein, de redéfinir le peuple. Alors, c'est quoi le peuple français? Alors, attendez. Alors, le peuple français, c'est pas compliqué. C'est une définition, d'accord? C'est une définition légale. Alors, le peuple français, d'accord? C'est ça. C'est ça, le peuple français. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Écrit en août 1789. C'est ça le peuple français. C'est une succession de règles. C'est ce qui définit le peuple français. Et ça, c'est un texte qui est encore court. Hein. C'est un texte qui est encore dans les lois. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Okay, c'est ça le peuple français. En 1789, le peuple français s'est défini. Et on dit le peuple français, c'est ça.
C'est ça, d'accord? Bon, alors si ça marche plus, ça, s'il n'y a plus de peuple français, on peut se dire que ça, poubelle, poubelle, poubelle. Parce que qui a écrit ça? Qui a écrit ce texte? Qui? Qui a écrit ce texte? C'est écrit dedans, c'est écrit dans le titre. Déclaration des droits de l'homme. De l'homme. Des hommes ont écrit ce texte. Des hommes, exclusivement des hommes. Seuls des hommes ont pensé, structuré, inventé et écrit ce texte. Seuls des hommes. Et ensuite, par le sens de l'histoire, par l'évolution de l'histoire, voilà, nous avons. Alors, c'est un texte qui n'est pas genré, hein, qui n'est pas. Mais voilà, c'est un texte qui obéit à une logique masculine, nomothétique, autoritaire. Vous voyez, très masculine. Hein. C'est un texte qui est très masculin dans sa logique. Ouais, c'est pas un texte qui est sentimental, c'est un texte qui est nomothétique, très nomothétique. Vous voyez, moi, je pourrais dire que voilà, si ce texte est caduc, mais on pourrait en faire un autre. Et cette fois-ci, écrit exclusivement par les femmes. Parce que c'est quoi le droit, en fait? Le droit, c'est quoi? Le droit, c'est un peu comme les médicaments, vous voyez. Le droit, c'est un truc qui a été écrit, les lois, tout ça, c'est un truc qui a été écrit par les hommes, quasi exclusivement par les hommes, sauf durant l'histoire très récente, mais très récente. Hein. Voilà, mais 99% des lois qui nous régissent ont été pensées, écrites, voilà, rédigées par des hommes. Hein. Par des hommes, exclusivement par des hommes. Et ensuite, voilà, par l'évolution de l'histoire, on les a appliquées aux femmes, sans leur demander leur avis. On leur dit, voilà, on leur a offert ça comme étant l'égalité. On leur a dit, ah, c'est formidable, regardez, on vous donne l'égalité. Le droit s'applique comme sur vous, comme sur nous. Sans leur demander leur avis. Sans leur demander leur avis. Mais en quoi le droit devrait s'appliquer de la même manière sur les femmes que sur les hommes? Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Est-ce que les hommes et les femmes, c'est pareil? Non. Non, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. L'histoire nous le montre. Hein. L'histoire nous le montre. Hein. Qui a commis 99% des saloperies de l'histoire de l'humanité? Des femmes ou des hommes? Voilà, vous savez. Oui, c'est comme les médicaments. Regarde. Voilà, en soi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des dosages de médicaments parce que les tests de laboratoire, les tests de médicaments sont faits principalement sur des cobayes masculins. Et on se rend compte que ça donne des dosages qui sont pas adaptés aux femmes, en fait. Et ça donne des problèmes au niveau, notamment de la santé hormonale, de l'équilibre hormonal, parce que les femmes ont un équilibre hormonal bien plus fragile que les hommes, et ça pose des problèmes, vous voyez. Bah, le droit, c'est pareil. Le droit, c'est un cadre légal qu'on a défini sur les hommes, et ensuite, on l'applique sur les femmes sans leur demander leur avis. Mais en quoi c'est adapté d'adapter ça sur les femmes? Oui, voilà. Alors je vais vous parler d'un exemple. Un exemple auquel j'ai réfléchi comme ça. Voilà. Parce que les femmes, elles sont inspirantes. Voilà, ça, c'est un truc que les mecs ne peuvent pas faire. Les mecs ne sont pas inspirants. D'accord? Les mecs ne seront jamais inspirants. Les mecs, c'est moche, c'est méchant, ça sert à rien, c'est naze, ça détruit la planète, ça détruit le monde, ça provoque toutes les guerres, ça commet 99% des saloperies. Alors, ça fait ça les mecs, ça fait ça. Donc moi je préfère penser à des femmes. Bon. Alors je vais vous expliquer un truc. Je pensais il y a pas longtemps, je pensais à une femme que j'admire beaucoup, une femme de télévision qui s'appelle Aurélie Casse. Aurélie Casse, elle est journaliste à la télé. Alors, elle fait une émission qui s'appelle C'est dans l'air. C'est dans l'air. Alors c'est dans l'air, c'est chiant. Bon, c'est pas. Non, bon, c'est dans l'air, c'est parfait parce que comme elle est là, c'est parfait. D'accord? Ok. Bon. Ah ouais, elle faisait une émission qui s'appelait C'est l'hebdo. C'était beaucoup mieux. Hein. C'était beaucoup mieux. C'était pas chiant. Hein. D'accord? Bon, bon, c'est dans l'air, c'est pas chiant. Y a pas de souci. Mais c'était mieux. C'est l'hebdo. C'est l'hebdo a été arrêté, mais dans l'indifférence générale. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale. Franchement. Ah, personne n'en a rien à foutre. Je crois qu'elle non plus, elle n'en a rien à foutre. Mais plus personne n'en a rien à foutre de rien dans ce pays. C'est chiant. Bon, bah moi j'en ai quelque chose à foutre. Ok, bon. Bon, alors Aurélie Casse, là, elle fait une émission qui s'appelle C'est dans l'air. Ok, bon. Elle est inspirante. Elle est inspirante. C'est une femme vraiment admirable. C'est une journaliste admirable. Elle est brillante. Ce qu'elle fait, c'est fantastique. Elle a une patte. Hein, vraiment. C'est une journaliste absolument admirable. D'accord. Il y a encore des gens admirables à la télé. Hein. Bon, il y a elle. Il y en a plein d'autres. Mais c'est que des femmes, hein, parce que les mecs, franchement, ça ne servent plus à rien. Bon. Imaginons, parce que je suis fan d'Aurélie Casse. Je suis fan. Imaginons, elle fait une émission qui passe le soir, le vendredi, le samedi. En plus, vraiment, elle fait une émission que 2 fois par semaine. Quoi. Mais elle devrait faire de la télé tous les jours. Quoi. Mais c'est chiant. Quoi. Bon, ouais, bref, c'est pas grave. Je ne réclame rien. Hein. Bon, mais voilà. Bon. Alors, elle fait une émission qui passe le soir, d'accord. Bon. Et après, bon, je sais pas à quelle heure ça se termine. Je crois que ça se termine à 19h, un truc comme ça, il me semble. Bon, bref. Bon, elle fait son émission. Bon, imaginons que après son émission, voilà, bon, elle sort du boulot. Alors, je sais pas, bah, j'en sais rien, ça ne me regarde pas, hein, je m'en fiche. Bon, imaginons, voilà, elle sort du boulot.
Elle sort, là, je sais pas, du bâtiment où elle bosse, voilà. Et moi, je l'attends à la sortie. Parce que je suis fan. Voilà, je suis fan. Je la vois et puis je vais l'aborder. Je dis, Madame Aurélie Casse, est-ce que vous voudriez bien me signer un autographe? Oui. Imaginons je fais ça. Alors je fais jamais ça, d'accord. Je fais jamais ça. Mais bon, parce qu'on n'est plus dans les années 90, hein, c'est fini ça. Je ne sais pas si on lui demande des autographes, je ne sais pas, je me demande. Je dis parce que pour moi c'est une grande star de la télé, Aurélie Casse. Mais j'ai l'impression que plus personne n'en a rien à foutre de rien. Je me dis, si ça se trouve, quand elle sort de son boulot, il n'y a pas des hordes de fans qui l'attendent pour lui demander un autographe, pour lui demander des photos. Si ça se trouve, elle n'a pas une armée de gardes du corps pour repousser tous ses admirateurs, ouais, pour qu'elle puisse aller dans son carrosse et retourner dans son château de petite princesse. Si ça se trouve, elle n'a pas cette vie-là. Si ça se trouve, c'est terrible, ça serait absolument terrible. Si ça se trouve, quand elle sort de son boulot, il n'y a personne. Bon, bah, imaginons qu'il n'y ait personne quand elle sort du boulot, sauf moi. Sauf moi, j'arrive, je la vois, et je lui dis, Madame Aurélie Casse, est-ce que vous voudriez bien me signer un autographe? Je suis fan de vous, ok? Bon, alors qu'est-ce qui se passerait? Comment elle réagirait? Alors je ne sais pas comment elle réagirait, parce que ce que je dis est très théorique. Hein. Bon, bon, alors je suppose qu'elle est sympa. Bon, voilà, elle a l'air sympa, donc je suppose voilà, qu'elle voudrait bien me signer un autographe, elle trouverait ça bizarre. Elle dit, mais attends, mais c'est qui ce mec? Il se croit dans les années 90, ça me demande un autographe, lui. Parce que je suis resté bloqué dans les années 90, moi. Alors, j'ai survécu années 90. Bon, et alors je suppose, voilà, elle sera gentille, elle me signera un autographe, et puis voilà, elle repartira, elle continuera son chemin, et puis voilà, basta, bon. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera dans cet état? Alors je ne sais pas ce qui se passera dans cet état. Je théorise. Hein. Bon, quand je parle d'Aurélie Casse, je parle des femmes, en fait. Voilà, je parle des femmes. Ok, bon. Bon, si ça se trouve, elle pensera à ça. Elle se dira, mais attends, mais ce mec, il est chelou. Ce mec, il m'attend la nuit, à la sortie de mon boulot, pour me demander un autographe. En plus, voilà, alors je sais pas comment elle est, bon, elle m'a l'air petite, hein, et puis elle a l'air comme ça, hein, je crois que c'est une crevette, hein. Dire, moi je suis un gros balèze, hein, dire, moi je sais pas, je dois faire une tête de plus qu'elle, 30 kilos de plus, alors moi je suis Ken le survivant, ok, donc, déjà c'est chelou, ok, déjà, bon, j'arrive, je débarque, et puis je l'aborde comme ça, c'est-à-dire je l'arrête dans son trajet, ok, si ça se trouve, elle pourrait se dire, attends, mais il est chelou ce mec, alors qu'est-ce qui se passe, si ça se trouve, elle va tergiverser, elle va se dire, mais attends, mais si ça se trouve, ce mec, il va recommencer, je sais pas, un autre jour, il sera encore là, il va encore me demander un truc, vous voyez? Elle va tergiverser. Et si ça se trouve, au moment où je lui demande un autographe, si ça se trouve, dans son inconscient, alors je ne sais pas ce qu'elle pense, ça ne me regarde pas ce qu'elle pense. Bon, je théorise. Dans son inconscient, elle aura un truc. Au fond de son ventre, elle aura un petit nœud, une petite crainte. Vous voyez? En se disant, mais attends, mais voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer avec ce type chelou? En plus, voilà, je suis chelou, en plus je suis masqué, en plus j'ai un casier, en plus je suis un manouche, mais je vis dans une caravane, mais je suis chelou, hein. Je suis hyper chelou, oui. Oui, ça se trouve, elle pourrait avoir une petite crainte, un petit nœud au fond de son ventre, vous voyez? Un truc qui lui dirait, attends, fais gaffe. Ah, c'est peut-être qu'elle penserait pas ça, mais au fond d'elle, elle aurait un petit nœud, vous voyez? Un petit truc qui la mettrait un petit peu sur la défensive, vous voyez? Toutes les femmes ont ça, et ça, si vous voulez, c'est une peur primale. C'est une peur primale. C'est une peur qu'ont toutes les femmes. Toutes les femmes. C'est une peur qu'elles ont depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Elles ont ça. Le petit nœud au fond du ventre, comme ça. C'est un truc qui ne partira jamais. Et ça, si vous voulez, cette peur, c'est un truc que nous, les hommes, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On ne saura jamais ce que c'est. Elles, c'est un truc qu'elles ne perdront jamais. Mais en plus, mais Aurélie Casse, quoi, je veux dire. Aurélie Casse, normalement, elle devrait avoir peur de rien. Je veux dire, elle fait ce qu'elle veut, Aurélie Casse. Voilà, elle est connue, elle est fantastique, elle est brillante. Voilà, mais voilà, elle aurait toujours voilà, le petit nœud au fond du ventre. Vous voyez, les femmes, elles ont toujours ça, tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais ça, moi. Moi, je peux faire ce que je veux. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je peux me promener à 3 heures du matin où je veux. Je sais pas, mais un mec chelou qui me demande une clope, mais j'en colle une. C'est-à-dire, je le ramène chez son père. Je dis, et toi, et ton fils, il fait chier le monde. Il traîne dehors à 3 heures du matin. Tu fais quoi? Oui, j'ai la liberté de faire ça. J'ai la liberté de faire ça parce que moi, je suis Ken le surveillant, ok? Bon, elle peut pas faire ça. Elle n'a pas cette liberté. Vous voyez? C'est-à-dire que, en fait, Aurélie Casse, elle n'est pas libre, en fait. Elle n'est pas libre. Elle ne sera jamais libre. La liberté, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne saura jamais ce que c'est. Mais moi, je sais ce que c'est. Là, il y a plein de petits trucs comme ça. Regarde, par exemple, il y a un truc que les femmes ont, que les hommes ont pas. Les femmes, elles ont un sac à main. Un sac à main. C'est quoi un sac à main, en fait? C'est quoi un sac à main? Un sac à main, c'est un sac de survie, en fait. Mais quand vous regardez dans le sac à main d'une meuf, alors ça se fait pas, hein, mais bon. Ah, quand vous avez une meuf, voilà, vous savez ce que c'est qu'un sac à main de meuf, d'accord? Bon, quand vous regardez ce qu'il y a dans le sac à main d'une meuf, c'est un bordel, mais monstrueux. C'est un sac de survie. Il y a tout un tas de papiers,
tout un tas de papiers à la con qui serviront mais jamais à rien, mais parce que au cas où, voilà, il y a plein d'accessoires, genre des accessoires hygiéniques par exemple, parce que au cas où, ouais, je sais pas, il y a du maquillage, parce que au cas où, je sais pas, il peut y avoir un parapluie rétractable, parce que voilà, au cas où il pleut, ouais. Et puis genre une bombe lacrymo, ah, ça c'est terrible, ça, les femmes qui se prennent avec des bombes lacrymo, parce que au cas où, je veux dire, en plus voilà, Aurélie Casse, voilà, c'est une crevette quoi. Elle vit dans un monde où tout le monde est plus fort qu'elle quoi. Vous voyez, elle ne saura jamais ce que c'est que la liberté, la vraie liberté, la liberté que moi je connais. Elle ne saura jamais ce que c'est. Elle ne saura jamais. Elle aura toujours ce petit nœud au fond du ventre, tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie. Tout le temps, elle l'aura. Vous voyez? Donc, la liberté, elle ne sait pas ce que c'est. Et quand je dis Aurélie Casse, je parle des femmes. Je parle des femmes. Les femmes, elles ne savent pas ce que c'est que la liberté. Elles ne savent pas ce que c'est. Elles sont tout le temps avec leur sac de survie. Alors, je sais pas si Aurélie Casse, elle a un sac à main. Probablement. Voilà. Elles sont tout le temps avec leur sac de survie. Voilà. Tout le temps, aller dehors. Voilà. Tout le temps avoir le petit nœud au fond du ventre à se dire, est-ce qu'ils pourraient potentiellement avoir embrouille? Ça veut pas dire qu'elles ont peur. Ça veut pas dire qu'elles ont consciemment peur, mais au fond d'elles, dans leur inconscient, tout le temps, et ça c'est depuis la nuit des temps, elles ont le petit nœud au fond du ventre de se dire, attention, je ne suis pas libre de faire totalement tout ce que je veux. Moi, je suis libre. Moi, je peux faire ce que je veux. Et là, regarde ce que je peux faire, moi. Regarde, je peux faire ça, moi. Regarde, je peux faire ce que je veux, regarde. Regarde, je peux faire ça, d'accord. Ok, je peux faire ça, d'accord. D'accord. Moi, je peux faire ça. Est-ce qu'elle peut faire ça? Elle peut pas faire ça. Elle, si elle commence à faire du karaté dans ses émissions, mais elle se fait virer immédiatement, d'accord. Elle peut pas faire ça. Moi, je peux, regarde. Moi, je peux. D'accord. Moi, je peux. J'en ai rien à foutre. Est-ce que j'ai peur du ridicule, moi? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. En plus, si vous voulez, les femmes, si vous voulez, ont tendance à s'auto-juger, à constamment se juger, à se dire, attention, si je fais ça, attention à ma réputation. Vous voyez, parce que moi, si quand une femme, voilà, quand la réputation d'une femme baisse, c'est-à-dire c'est terrible, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais ma réputation de quoi? Mais j'ai un casier. Mais je vous emmerde tous. Moi, je suis calme le survivant. Moi, je vous dégomme tous. D'accord? Oui, elle peut pas faire ça. Elle pourra jamais faire ça. Elle n'est pas libre. Elle ne sait pas ce que c'est que la liberté. Elle n'en a pas. Et quand je dis ça, je parle des femmes. Les femmes ne savent pas ce que c'est que la liberté. Elles ne sauront jamais ce que c'est. Donc à partir de là, comment se fait-il que le droit des hommes s'applique sur elles de manière indistincte? Comment est-il possible de condamner une femme à de la prison? Comment c'est possible? Mais c'est absurde. C'est quoi la prison? C'est retirer de la liberté à un individu. Oui. Mais comment est-il possible de retirer quelque chose à un individu qui ne l'a pas? Comment est-il possible de retirer de la liberté à une femme alors qu'elle ne l'a pas, qu'elle ne l'a jamais eu, qu'elle ne sait pas ce que c'est? Ça n'est pas possible, c'est absurde. C'est absurde. Oui. Condamner une femme à de la prison, c'est absurde. Genre, moi, si jamais j'arrive au pouvoir, et d'ailleurs, imaginons, voilà, Macron démissionne, ensuite on a une autre élection présidentielle, et je sais pas, genre, Mélenchon gagne, il pourrait gagner, hein. C'est un scénario crédible. Imaginons Mélenchon gagne, mais moi je peux dire immédiatement, dès la première seconde, ce mec-là n'est pas légitime, le peuple français n'existe pas, il s'est trompé, j'en ai rien à foutre, je peux aller le choper et le virer à coup de pied au cul, oui, et prendre les pleins pouvoirs, et ensuite abolir la prison pour les femmes, inventer un nouveau monde. Inventer un monde où les lois, plein de lois, ne s'appliqueraient plus sur les femmes. Parce que ça sert à rien. Oui, 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 ça ouvre une sacrée boîte de Pandore. Ouais, on pourrait redevenir la France, ce pays qui invente de nouvelles civilisations. Oui, on pourrait redevenir ça. Donc j'observe, j'attends mon heure. Je suis au fin fond d'un cachot, au fin fond du château d'If, et j'observe, vous voyez. Peut-être qu'un jour, voilà, je vais voir l'opportunité de m'échapper, je vais découvrir un trésor inestimable, qui est le sourire d'Aurélie Casse, ouais, qui m'inspirera, qui me rendra invincible, et qui me permettra d'accomplir le geste le plus terrible, pour venger le sentiment meurtri de Mercedes. Vous voyez? Il n'y a plus qu'à attendre, espérer. Oui, oui, ce pays c'est ça, hein. Ce pays c'est plein de pauvres cinglés qui attendent leur heure, hein. J'attends mon heure, hein. Allez-y, foutez Mélenchon à l'Élysée. Mais allez-y, mais foutez-le là. Allez-y. Mais quelle opportunité. Quelle ouverture de garde. Splendide. Mais comme ça. Mais je vais le chercher, moi, Mélenchon. Je le prends par la peau du col et je le vire de l'Élysée à coups de pied au cul. Dès la première seconde, je clamerai. Le peuple français s'est trompé. L'élection n'est pas légitime. Je la reconnais pas. Il n'est pas légitime. D'accord? Parce qu'en plus, mais Mélenchon. Mais c'est quoi, Mélenchon? C'est quoi? Mais c'est un pur prédateur.
C'est un pur prédateur. Ce mec-là, mais comment il parle aux meufs? Mais il leur parle comme à des clébards. Mais c'est qui ce mec? Mais il est de gauche, lui. Il est sûr de ça, lui. Mais il parle aux meufs comme à des clébards. Genre, l'autre jour, je l'ai vu, il était au journal de 20h avec Anne-Claire Coudray. Mais Anne-Claire Coudray, il était comme ça. Alors, il était interviewé par caméra interposée, d'accord. Il lui parlait comme ça, le doigt pointé sur elle, comme ça. Mais il l'a menacé, quoi. Mais t'es qui, toi? Mais en plus, mais Anne-Claire Coudray, mais Anne-Claire Coudray, mais genre, mais elle est pas rentre dedans, Anne-Claire Coudray, elle te rentre pas dedans. Oui, c'est le journal de 20h, mais c'est un truc mais consensuel, quoi. Alors certes, bon, Anne-Claire Coudray, peut-être, elle peut poser des questions, voilà, un petit peu pour la gratter, parce que c'est une journaliste. Parce que c'est une journaliste, et c'est normal. Mais genre, mais elle te rentre pas dedans, Anne-Claire Coudray. Mais tu la menaces pas comme ça, tu lui parles pas comme un clébard, en faisant comme ça, là. Mais tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Ce mec, c'est un pur prédateur. C'est un pur prédateur. Mais allez-y, mais foutez-le à l'Élysée. Mais foutez-le à l'Élysée. Moi, j'y vais. Je vais le chercher. Je le prends par le col, par la peau du cou, comme un clébard. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un clébard. Comment on fait? Je vais le traiter comme un clébard, comme lui. Il parle aux femmes comme à des clébards. Je le prends par la peau du cou. Je le vire de l'Élysée à coup de pied au cul. D'accord? Je prends les pleins pouvoirs. Et j'invente une nouvelle civilisation. Une nouvelle civilisation. Où les lois des hommes ne s'appliqueraient plus sur les femmes. Oui? Oui? Ça pourrait arriver, hein. Ça pourrait arriver. Nous sommes le pays de l'idéalisme. De l'idéalisme. Où les idées, mais fusent, émergent, les idées les plus hautes qui soient. Oui? On a inventé, mais plein de courants philosophiques, plein de courants artistiques, plein, parce que la langue française, mais on peut recommencer, mais c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Ok? Donc voilà, moi je considère que les femmes ne sont pas libres. Elles ne seront jamais assez libres. La seule raison d'exister de ce pays, c'est de faire en sorte que Aurélie Casse fasse un pas supplémentaire, le cœur léger. Un pas supplémentaire, avec le petit nœud au fond du ventre un petit peu dénoué. C'est la seule raison d'exister de ce pays. Faire en sorte que toutes les Aurélie Casse puissent faire un pas supplémentaire, le petit cœur dénoué. Ouais. Ce pays n'existe que pour ça. Que pour ça. On n'est pas une puissance économique, une puissance je sais pas quoi, un pays à la con. On n'est pas ça. On n'est pas ça. On est un pays sentimental. Sentimental. Oui, Aurélie Casse le prouve. Enfin, je veux dire, mais elle est fantastique, Aurélie Casse. Aurélie Casse, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a que ici qu'elle peut inspirer un fou furieux, voilà, qui a envie d'inventer une nouvelle civilisation. Voilà. Il y a que chez nous. Hein. Il y a que chez nous parce que voilà, on est un petit peu le pays de Cyrano et de Roxane. Hein. Il y a que dans ce pays voilà, que la plus belle femme du monde peut inspirer un fou furieux pour cartonner tout le monde, d'accord, défier tout le parterre, d'accord, exécuter de Valverde, hein, virer mon frère à couper au cul, d'accord, retourner le monde, d'accord, pour que la volonté de Roxane s'applique sur le monde. Et faire ça pour rien. Faire ça comme Cyrano et Roxane. Faire ça par pur idéalisme. Faire ça pour rien. Car rien car on ne se bat pas dans l'espoir de la gloire. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Oui, on est ce pays-là, on est un pays d'idéalisme. On est un pays qui accomplit des gestes pour rien. Pour rien. On est ça. Hein. On est ça. Et ça, mais ça peut revenir. Nous continuons à parler la langue française. Nous continuons à parler la langue des hauts sentiments. Mais ça peut tout à fait revenir. Vous voyez, la politique, c'est pas que les mecs à la télé. Hein. C'est aussi des fous furieux hein, qui attendent l'horreur. Hein. Là, au fin fond du château d'Yves, d'accord. Et puis un jour, je vais arriver à me barrer. Hein. Je vais arriver à me barrer. Hein. Et je vais aller le choper. Hein. Allez-y, foutez Mélenchon à l'Élysée. Foutez-le à l'Élysée. Foutez-le à l'Élysée. Non mais vous croyez que les gardes républicains vont le défendre? Mais mort de rire. Mais mort de rire. Ce type-là, ce prédateur, ce pourceau, ce mec répugnant, ce mec qui parle aux femmes comme de la merde, ce facho. C'est un facho, il est d'extrême droite Mélenchon, il a un habitus d'extrême droite, il est autoritaire. Ouais. En plus c'est un prédateur, il traite les femmes comme de la merde, comme des objets de consommation. Mais ce mec-là, mais quelle cible fantastique, mais allez-y, mais foutez-le à l'Élysée. Foutez-le à l'Élysée. Mais moi je vais le choper, moi. J'y vais. Et je prends les pleins pouvoirs. Et j'invente un nouveau monde. Un nouveau monde qui s'appliquera ensuite sur le monde. Sur le monde d'un geste cyranesque. Vous voyez, si on fait ça, si on donne des privilèges légaux, enfin, si on fait des femmes, des êtres extra-légaux, alors déjà, la société française fonctionne beaucoup mieux, car la langue française est une langue genrée, c'est une arme. Elle est faite pour que les femmes affrontent le monde et que les hommes s'affrontent entre eux. Elle est faite pour ça, la langue française. Donc, on se remettra à utiliser la langue française correctement, c'est-à-dire, les hommes se rentreront dedans et les femmes s'affirmeront au monde, voilà. Comme Aurélie Casse s'affirme au monde et comme moi, j'ai envie de rentrer dans la gueule du grand leader Mélenchon,
Ok. Voilà. Et ensuite, voilà, comme les autres pays verront que qu'on fonctionne mieux qu'eux, eh bien ils feront comme nous. Ils feront comme nous, et par la force des sentiments, non pas par la force des armes, mais par la force des sentiments. Le reste du monde fera comme nous, et on empêchera la troisième guerre mondiale. Bah oui, ça, si on file les clés aux meufs, si on file les clés aux meufs, elles vont pas la déclencher la troisième guerre mondiale. Est-ce que les meufs ont déjà déclenché une guerre mondiale? Est-ce que les meufs ont déjà déclenché une guerre? Non, non, voilà. Après, bon, je dis ça, je suis un idéaliste, hein, d'accord. Je sais bien que les femmes peuvent faire des saloperies. Je sais bien qu'il y a des femmes qui ont fait des saloperies, qui les ont envoyées en prison. Je sais, je veux dire, je suis hanté comme tout à chacun par la photo de la petite Lola. Soyez-en certains, soyez-en certains. Mais voilà, dans toutes les révolutions, il y a une part d'idéalisme. Tout le temps. Voilà. Voilà, c'est comme ça.